Chacun a ses points forts, ses points faibles, chacun a ses talents à cultiver, même les enfants avec handicap, et que eux aussi chacun ont leurs talents, mais qu'on peut par ailleurs avoir des difficultés dans un domaine et que c'est pas grave en fait. Bonjour, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Eugénie Herbreteau du Renard et la Rose, école située à Orléans, pour ce nouveau podcast. Nous vous invitons à suivre ce podcast aussi bien sur les plateformes de diffusion que sur YouTube en version filmée. Et c'est parti. Bonjour Eugénie, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Ça se présentera, ce podcast, un peu en 3 temps. D'abord, quelques mots sur votre école pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que c'est comme type d'école. Quelques mots sur la genèse. Et ensuite, on essaiera de creuser ensemble l'inclusion, puisque vous avez développé une approche originale et efficace pour accueillir les enfants porteurs de handicap. Alors, sur cette école, en quelques mots. Alors, c'est une école qui est située au cœur d'Orléans, dans une résidence qui est ouverte sur un parc, qui accueille 46 enfants de 3 à 12 ans, qui sont répartis dans 2 classes. Donc, nous avons 24 enfants qui sont accueillis dans la classe 3-6 ans, dont 3 avec handicap. D'accord. Et 22 enfants qui sont accueillis dans la classe 6-12 ans, dont 5 avec handicap. D'accord. Donc, l'objectif dans notre école est d'accueillir au moins 20% d'enfants en situation de handicap. Donc, dans chacune des classes, il y a 3 professionnels qui les accueillent. Aux 3-6 ans, une éducatrice Montessori, une assistante Montessori et une référente de l'enseignement adapté. Et dans la classe 6-12 ans, 2 éducatrices Montessori, dont moi-même, et une référente de l'enseignement adapté également. Et dans chaque classe, nous avons également 1 ou 2 services civiques qui accompagnent les enfants. D'accord, et donc ça fait un total d'enfants aujourd'hui de 46 enfants. Et vous pourriez, votre ambition éventuellement, ça serait d'aller jusqu'à une 50aine d'enfants. Voilà, le projet avait été pensé au départ pour entre 50 et 55 enfants. Donc rester une école à taille humaine pour s'occuper de chaque enfant, justement. Oui, après on verra par la suite pour éventuellement développer d'autres projets collège ou autre chose, et éventuellement il faudra déménager, changer de locaux. Mais dans nos locaux actuels, ils sont conçus pour une 50aine d'enfants. Donc vous dites que c'est une école Montessori, vos éducateurs sont formés Montessori ? Oui, toutes nos éducatrices ont fait des formations certifiantes Montessori. Et les référentes de l'enseignement adapté sont formées à l'enseignement spécialisé, soit par la formation Epsilon à l'école, ou par des formations plus spécialisées, ABA, Macathon, PEX, etc. D'accord. Epsilon, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Qu'est-ce que c'est comme formation ? Epsilon à l'école, c'est un organisme de formation qui propose du coup une formation sur l'accompagnement des TND et des troubles et des handicaps du coup pour le volet scolaire avec les enfants en situation de handicap ou avec troubles d'apprentissage. Et donc voilà, elle est bien adaptée. Nos professionnels ont aussi reçu des formations Montessori adaptées, par exemple, qui sont spécifiques sur la pédagogie Montessori, mais adaptées au handicap. Donc avec la sélection des matériels qui vont être le plus pertinents et comment les présenter en faisant certains gestes ou en décomposant, en séquençant un peu plus le matériel que dans les présentations AMI classiques. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de l'histoire et puis peut-être quelques mots sur vous-même, comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette belle aventure ? Ça va pas forcément de soi. Est-ce que vous y étiez prédestiné ? Est-ce que c'est par hasard ? Alors, dites-nous un peu plus. Donc l'école a ouvert en 2017. Oui. En 2018, pardon, septembre 2018, mais elle émane d'une association qui a été créée en septembre 2017 à l'initiative de 3 familles, dont 2 familles qui étaient directement concernées par le handicap de leurs enfants. Une maman d'une jeune avec trisomie 21 et qui avait à l'époque une dizaine d'années, 10-12 ans. Et une autre maman d'une jeune qui est polyhandicapée avec une surdité également et qui était du coup précédemment accueillie dans une unité d'enseignement de l'Institut de jeunes sourds au sein d'une école pendant son cycle de primaire, mais après un maintien et un surmaintien, il n'y avait pas de continuité de ce dispositif vers le collège. Et donc, la seule alternative, c'était de la scolariser dans l'institution à l'IRJS, c'est-à-dire uniquement avec des élèves sourds
et avec beaucoup moins de temps scolaire. Donc, ce que ces familles ont voulu essayer de porter, de développer, c'est une scolarisation à temps plein dans une école ordinaire pour des enfants avec des déficiences ou des handicaps lourds, on va dire, qui relèveraient de l'IME ou d'instituts médico-sociaux, mais pour qui on voudrait proposer une solution inclusive et en qui on croit pour développer leurs apprentissages scolaires. En fait. Oui, c'est vrai qu'on a une situation où on a souvent l'IME quand on a une place en IME, parce que souvent il n'y a pas de place, et quand on a une place, l'IME c'est quand même pas vraiment un lieu où on va pouvoir travailler sur les apprentissages, pousser un petit peu plus loin par rapport à ses capacités l'enfant. C'est plus un lieu d'accueil et moins un lieu d'apprentissage. Et donc il y a beaucoup de parents qui se disent « moi je voudrais que mon enfant aussi ait un itinéraire d'apprentissage ». On voit d'ailleurs que nos élèves réussissent à apprendre à lire, à écrire, pour certains à compter ou rentrent dans la numération, dans le calcul. Donc il y a la possibilité de développer des choses, mais il leur faut justement du temps d'adulte, du matériel adapté et les conditions favorables de bienveillance, de pairing, de réassurance en fait, qui vont faire en sorte que l'enfant il ait confiance en lui et qu'il soit dans les bonnes dispositions pour apprendre en fait. Donc ça c'est vraiment c'est ça qu'on a essayé de mettre en place au sein de l'école. Donc au départ c'est ça qui a présidé à la création de l'école. Et par rapport à une solution en Ulysse, est-ce qu'il n'y avait pas de place en Ulysse? Est-ce que les Ulysses ne correspondaient pas vraiment à cet objectif? Comment ça se compare avec une Ulysse classique? Voilà, c'était des jeunes qui ne relevaient pas de l'Ulysse, parce qu'avec un handicap trop important. Oui. Et donc... encore entre deux. On ne leur proposait pas vraiment d'alternative que l'institution, en fait. Et nous, notre dispositif, il ressemble un petit peu à l'Ulysse, si ce n'est que l'Ulysse, c'est un dispositif qui est quand même distinct de la classe, alors que nous, c'est une seule classe dans avec des neurotypiques et des neuroatypiques. Voilà, des neurotypiques qui peuvent avoir aussi des troubles, parce qu'on a quelques enfants 10, Bien etc., sûr. mais qui n'ont pas de notification NDPH, et puis quelques enfants qui, eux, ont été notifiés, qui sont suivis par l'enseignant référent, et qui ont un référent au sein de l'équipe qui supervise leur progression sur le plan scolaire et comportemental. Et ce ratio de 20%, est-ce que c'est un ratio issu de la pratique ou c'est un ratio que vous avez pensé, réfléchi, ou c'est un peu le fruit du hasard? Non, c'était quelque chose qui a été posé au départ au moment de la création de l'école pour que déjà il y ait une proportion significative d'enfants et qu'on puisse offrir des solutions, parce que si c'est pour accueillir 1 ou 2 enfants par classe, bon voilà, ça reste limité. Là, on souhaitait vraiment accueillir un certain nombre de jeunes. Et donc, il y a eu un choix de fait entre les cofondateurs sur cette proportion de 20%, 25% au départ. Après, on s'est rendu compte dans les faits que 20% était plus adapté. Parce que il faut trouver la juste proportion. Il faut qu'il y ait quand même plus d'enfants neurotypiques pour pouvoir modeler un petit peu aussi l'environnement pour les enfants à besoins spécifiques. Et donc, cette pondération de 3/4, 1/4 ou 20%, 80%, il a semblé correct. Après, elle est réajustée au fur et à mesure. Et ce qu'on a réajusté aussi, c'est en termes d'encadrement, le nombre d'adultes par enfant. Parce que par rapport à ce qui était prévu au départ, on a ressenti le fait qu'il y avait besoin vraiment d'un référent salarié dans chaque classe et de services civiques dédiés dans chaque classe, en plus des éducatrices, pour avoir en moyenne un ratio de 1 pour 2 en termes d'encadrant par enfant avec handicap. Donc un encadrant pour 2 enfants avec handicap. C'est ça, en sachant qu'on n'est pas du tout dans une logique comme dans l'éducation nationale par exemple, d'AESH qui est attitré à l'enfant et l'enfant va être habitué à travailler avec l'AESH. Là, il n'y a pas d'adulte affecté à l'enfant ou attitré à l'enfant. Tous les professionnels travaillent auprès de l'enfant en concertation, justement grâce au CLM dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Qui permet vraiment une coordination d'équipe autour de l'enfant. D'accord, donc on va revenir dans quelques instants effectivement sur ce fonctionnement de l'inclusion. Juste une question, pour les enfants qui ne sont neurotypiques, donc qui sont ordinaires j'ai envie de dire, mais qui souvent ont des difficultés, parce que tout le monde a une petite dyslexie, une petite dyspraxie, un TDAH, un haut potentiel. Bon. Est-ce que le fait d'avoir dans la même classe 20% d'enfants qui sont en situation de handicap, j'ai envie de dire patent, documenté, avéré, visible,
Est-ce que c'est une aide? Est-ce que peut-être ça les aide avec leurs propres difficultés, difficultés d'apprentissage? Oui, oui, je pense que ça dédramatise le trouble ou la difficulté. Déjà, eux, ça les met pas en position de se sentir différents, parce qu'il y en a des encore plus différents qu'eux, entre guillemets, en tout cas, dont les difficultés sont encore plus manifestes. Donc finalement, voilà, ça crée un groupe multiforme en fait, avec plein de particularités. Et nous, on enseigne aux enfants que justement chacun a ses points forts, ses points faibles, chacun a ses talents à cultiver, même les enfants avec handicap, et que eux aussi chacun ont leurs talents, mais qu'on peut par ailleurs avoir des difficultés dans un domaine et que c'est pas grave en fait. Donc on essaie de beaucoup dédramatiser l'erreur, pour justement pas être dans quelque chose de normatif ou de comparatif, pour pas que les enfants aient voilà, un sentiment d'infériorité ou l'impression de ne pas réussir. Et ils voient que justement on essaie de tirer chaque enfant vers la réussite à partir de là où il en est, pas à partir forcément d'une norme, le même objectif pour tous, et qu'on lui donne le temps aussi. Donc ça, c'est souvent rassurant pour les enfants. Donc oui, on a des enfants avec des dyslexies parfois même assez lourdes, mais qui arrivent quand même à apprendre dans des bonnes conditions et justement ne sont pas trop impactés par le décalage avec les autres. D'accord. Et le groupe multi-âge aussi, notamment pour le 6-12, on a quand même un éventail assez large. Oui, bien sûr. Et en plus des élèves qui sont sur des apprentissages de cycle 1 encore qu'on consolide, du coup, ça permet vraiment de pouvoir faire des petits sous-groupes de niveau et de pouvoir nous adapter au plus près des besoins de chacun sans que tel ou tel élève soit stigmatisé ou mis à part. D'accord. Alors les autres nous demandent parfois, mais pourquoi lui il a ça ou pourquoi il a cette dictée-là, etc. Donc on explique pourquoi, mais ils sont assez habitués à ce que finalement ne pas faire des activités standardisées et qu'il y ait des différents aménagements de mis en place. De certaine manière, ça revient à une pratique qui était généralisée jusqu'au XVIIIe siècle, d'enseignement individualisé, puisque l'enseignement collectif, où on fait tous la même chose au même moment de manière massifiée, j'ai envie de dire presque ce fonctionnement militaire, c'est une idée récente. Donc, la Troisième République. Oui, même les frères des écoles chrétiennes ont commencé là-dessus. Mais donc en fait, vous renouez avec une pratique ancestrale en réalité. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le choix de fait de la pédagogie Montessori aussi, parce que justement c'est une approche qui permet l'individualisation et qui est vraiment fondée sur l'observation pour analyser un petit peu le fonctionnement de l'enfant. Et qui respecte le temps aussi, le temps propre à chaque enfant. Voilà, on sait que certains vont avoir besoin de plus de temps que d'autres. Et donc, il n'y a pas un présupposé de départ qu'il va y avoir une uniformité des parcours et par ailleurs, un enfant peut avancer plus vite dans un domaine que dans un autre. Et j'ai des élèves qui vont faire plutôt le niveau CM1 en maths, mais plutôt le niveau CE2 en français, par exemple, parce qu'avec des troubles 10, ça leur correspond mieux. Ils ont besoin de plus de temps pour consolider. Donc, le fonctionnement Montessori me permet aussi de jongler un petit peu comme ça, même pour un même élève, et de le faire avancer différemment, finalement, selon les domaines. Et en adaptant, s'il y a besoin de moins d'écriture, faire des supports avec moins d'écrits, plus de manipulation. D'autres élèves vont avoir plus d'écrits parce qu'ils sont capables de produire plus. Donc on essaie de tirer chacun au maximum de ce qu'il peut faire, mais sans le mettre en difficulté. Alors si on décrit peut-être de manière un peu plus systématique la manière dont fonctionnent ces deux classes qui se veulent inclusives, est-ce qu'il y a un professeur pour les enfants qui ne sont pas porteurs de handicap et un ensemble de professeurs et de soutien pour les professeurs porteurs de handicap, ou bien le même professeur peut s'occuper de tous les enfants? C'est juste ce point-là que je voudrais que vous clarifiez et après réexpliquer plus précisément. Alors c'est un petit peu les deux en fait. Les éducatrices Montessori des classes sont les éducatrices de tous les enfants. C'est-à-dire que en termes de relations aux parents, en termes de inclusion dans la classe, etc., programmation des activités, on veille à ce que les activités proposées soient au maximum inclusives et adaptées à tous les enfants. D'accord. Après, pour les enseignements de maths, de français et les enseignements de cycle 1, c'est plutôt l'enseignant référent du coup là qui va faire du travail en individuel avec les enfants ou en petits sous-groupes. Mais les éducatrices font aussi un maximum de travail en moyen groupe ou grand groupe,
sur des choses qui sont adaptées. Par exemple, ma collègue qui est plutôt en charge des niveaux CP-CE1, elle fait beaucoup de phonologie, de numération, en incluant les enfants avec handicap. Ou des fois, sur les mêmes matériels, quand c'est adapté, elle peut prendre des enfants typiques, des enfants avec handicap, en fonction de l'objectif d'apprentissage qui est ciblé, en fait. Et par ailleurs, chaque enfant avec handicap a un programme CLM individuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, pourquoi avez-vous choisi ce type d'approche CLM plutôt qu'une autre, et en quoi ça consiste, comment on peut s'y préparer? Alors, le CLM, c'est une approche qui a été développée aux États-Unis, mais qui rayonne de plus en plus dans le monde entier, notamment en Europe. Et ça veut dire quoi? Dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est le Competent Learner Model, le modèle de l'apprenant compétent. Donc déjà, le présupposé de départ, c'est que tous les enfants, sans exception, sont des apprenants compétents et qui sont capables d'apprendre. Donc aucun enfant n'est laissé de côté ou mis hors jeu dès le départ, même s'ils arrivent avec un handicap très lourd. Et on a vu d'ailleurs un de nos élèves qui, quand on est arrivé, en fait, même avec l'évaluation de démarrage du CLM du tout premier niveau, était en dessous. Et finalement, en menant quand même des activités, aujourd'hui, il est largement rentré dans le CLM et il a pu progresser dans le niveau 0, le niveau 1. Donc en fait, le présupposé de départ, c'est ça. Ensuite, il y a 7 répertoires qu'on va travailler. Alors, ces répertoires, c'est l'observation, la lecture, l'écriture, l'écoute, la résolution de problèmes, et la participation selon différentes modalités. Et on va notamment viser à ce que les enfants avec handicap participent un maximum de temps dans leur journée. On ne veut pas qu'ils soient passifs et on veut qu'il y ait vraiment un maximum de participation parce qu'on voit que c'est comme ça, en ciblant des petits objectifs d'apprentissage, mais en les répétant beaucoup de fois dans la journée et par plusieurs adultes différents, voire par des enfants aussi, des enfants typiques, en les faisant travailler avec des enfants typiques, et ça va pouvoir du coup stimuler et leur donner un maximum d'occasions de réussir et ensuite progressivement d'acquérir la compétence. Donc ça a été créé par Vicky Tucci aux États-Unis et donc ça repose beaucoup sur les bases de l'ABA. Pour les personnes qui sont familières avec donc c'est l'analyse comportementale qui est notamment beaucoup développée pour les enfants avec autisme, mais étendue finalement à l'ensemble, à la prise en charge de l'ensemble des handicaps. Et donc le centre CLM aux États-Unis forme en présentiel ou en ligne des coachs CLM. Donc il y a un parcours de formation pour devenir coach CLM et ensuite les coachs CLM peuvent coacher des équipes dans des écoles, par exemple, qui veulent mettre en place le CLM, parce que c'est vraiment un programme établi et cadré. En fait, on fait pas ce qu'on veut comme on veut. Il y a des documents, il y a des étapes, il y a des grilles de cotation où on prend des données d'observation sur comment l'enfant réussit ou pas telle ou telle activité. Donc, dans le programme de l'enfant, ça fait partie de son programme. On a une grille qu'on remplit chaque jour. Donc le Renard et la Rose a son coach CLM. Donc nous avons une coach CLM qui n'est pas salariée de l'école, qui est une psychologue clinicienne libérale BCBA qui s'est formée au CLM et qui nous coach soit en visio, soit en présentiel. Elle vient de temps en temps, elle fait la BCBA, c'est-à-dire c'est coach en ABA. D'accord. Elle est formée en D'accord. ABA. Et donc, elle a complété ensuite par sa formation sur le CLM. D'accord. Pour pouvoir nous coacher au sein de l'école. Et est-ce que c'est quand même lourd ce processus? Parce que vous dites qu'il est très procédural, entre guillemets, avec des documents, avec du reporting, avec du travail important. Ça prend beaucoup de temps. C'est une vraie démarche qui demande vraiment un investissement aussi bien de la direction de l'école pour être moteur de la mise en place de la démarche et que tous les membres de l'équipe soient partie prenante, parce que ça vise justement à ce que ce soit pas seulement le référent de l'enseignement adapté qui finalement supervise tout pour les enfants avec handicap, mais que vraiment ça soit un travail d'équipe. Oui. Donc on a une réunion d'1 heure par semaine dans chaque classe qui est dédiée pour revoir les programmes CLM des enfants et les faire avancer, parce que dès qu'ils auront reproduit 3 fois un comportement positif par rapport à l'objectif visé, on va les faire évoluer à la leçon d'après dans le répertoire concerné. Donc il faut en permanence finalement être assez agile avec la réévaluation des programmes. Donc c'est pour ça qu'on se réunit toutes les semaines, souvent avec notre coach justement en visio.
Et on a aussi des unités de formation en ligne, où là, c'est vraiment du e-learning, avec des petites vidéos et des petites questions, on répond. Et à la fin de chaque unité, on a un check-out avec la coach CLM qui, du coup, vient nous faire mettre en pratique ce qu'on a vu dans l'unité. Donc, c'est un processus au long cours, puisque il y a 4 phases, je crois, dans l'implementation, la mise en place du CLM. Comme c'est anglo-saxon, c'est beaucoup de termes anglo-saxons, donc on est un peu baigné là-dedans. Donc, c'est une mise en place en 4 grandes étapes. Et année après année, en fait, on fait le point sur la checklist pour voir, alors là... je crois que la dernière checklist, on était dans l'étape 3. Là, voilà. Mais ça fait 7 ans que l'école est ouverte et le CLM a vraiment démarré la 2e année. Mais voilà, donc on n'est pas obligé de le mettre en place d'un coup d'un seul comme un bloc. En fait, ça se fait progressivement. D'abord, la première étape, c'est que l'équipe commence la formation en ligne pour pouvoir avoir les notions de base quand même de mise en place du CLM. Et ensuite... voilà, progressivement, au fur et à mesure que dans les unités, on aborde des notions, et on essaie de les transposer dans notre fonctionnement au sein de la classe. Donc, c'est un fonctionnement qui a démarré en très Montessori, et puis petit à petit, on est venu ajouter de plus en plus de CLM. Et forcément, plus on avance dans la démarche de mise en place, plus l'efficacité aussi a été redoublée. Et vos professeurs, vos éducatrices sont assez stables dans le temps ou il y a un remplacement assez fort ou comment ça fonctionne? Il y a eu de l'évolution dans les équipes, quand même pas mal. Donc là, c'est quand même plutôt stable depuis 2-3 ans. Voilà, on a la même équipe 3-6, 6-12. Voilà, on a une équipe stable. Enfin, on a eu une nouvelle éducatrice en 6-12 ans qui est arrivée parce que c'était une création de poste pour que moi je puisse prendre la direction de l'école à mi-temps. Mais voilà, c'est... Et vous-même, vous étiez professeur dans le public, vous êtes agrégé de lettres classiques. Je suis agrégée de lettres classiques, donc j'ai enseigné en collège. Enfin, j'ai d'abord commencé par faire de la recherche et enseigner à la Sorbonne pendant mon contrat doctoral. Et ensuite, à l'issue, voilà, j'ai commencé à enseigner en collège. Dans REP+. les établissements REP, voilà, donc, aux joies. Alors que ma formation, dans le cadre de la formation doctorale, n'avait pas beaucoup porté voilà, sur ce domaine. Donc, j'ai vraiment découvert sur le terrain l'enseignement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je me retrouvais pas dans la posture que j'avais vis-à-vis des élèves, parce que je pense que moi, déjà, je me connaissais pas suffisamment et j'étais pas suffisamment formée et armée pour être face à des élèves dans ces conditions-là. J'ai pas fait de stage, donc j'ai pas eu de tuteur, j'ai pas été accompagnée. En fait, j'étais vraiment par moi-même. C'est intéressant ce que vous dites. Je me connaissais pas suffisamment. On a une époque du développement personnel où tout le monde s'intéresse maintenant à cette question, se connaître soi-même, qui est d'ailleurs une vieille question philosophique bien classique. Mais rares sont les formations d'enseignants qui commencent par un véritable temps pour que l'enseignant soit à l'aise avec lui-même, ait conscience éventuellement des biais psychologiques qu'il peut porter, qui ait conscience aussi des dynamiques de groupe qui sont plus ou moins heureuses. Et ça manque vraiment beaucoup à la formation des enseignants aujourd'hui. Et puis on part du principe qu'un élève agrégé est capable d'enseigner parce qu'il a eu l'agrégation, alors que le métier d'enseignement, c'est quand même tout autre chose. Et du coup, je m'en suis rendu compte voilà, en me retrouvant face à des élèves, parce qu'avoir une tête bien pleine, c'est une chose. Et même bien faite, en l'occurrence. Bien faite. Mais ça ne suffit pas, il faut des outils aussi, il faut être accompagné, il faut être formé. Et c'est vrai que je n'ai pas eu non plus, au moment de ma formation, un aperçu sur différentes pédagogies qui m'aurait permis de me dire, tiens, je me sens plus proche de cette pédagogie-là, de la classe autonome, de Freinet, de Steiner, etc. Donc ce cheminement-là, je l'ai fait un petit peu après par moi-même quand j'ai eu mes enfants, en fait, parce que finalement, voilà, les questionnements de maman sur l'éducation, ça nous amène aussi beaucoup à explorer. Et c'est à ce moment-là que Montessori commençait vraiment à prendre de l'essor dans les médias. Et donc, par les médias, j'en ai entendu parler et j'ai commencé à creuser, parce que ça m'a tout de suite beaucoup interpellée et intéressée, aussi bien à l'histoire de Maria Montessori et de comment elle avait monté son projet.
D'ailleurs, le film La Nouvelle Femme de Léa Todorov a très bien raconté comment elle avait commencé à travailler auprès d'enfants avec handicap et que ça lui avait permis de développer sa pédagogie après. Et donc, je me suis sentie assez vite assez proche de ça et j'ai commencé à me former. Et ensuite, mon fils a été scolarisé au Renard et la Rose. Et l'année suivante, comme il y avait besoin d'une éducatrice... Vous vous êtes laissé enrôler. Si aujourd'hui vous reveniez à l'éducation nationale, vous vous retrouviez avec une classe qui peut ressembler à ce que vous avez connu quand vous avez commencé en REP, devenu REP+, vous pensez que vous seriez beaucoup mieux armé maintenant? Oui, je pense que je ne suis pas la même personne que quand j'ai commencé à enseigner. Voilà, j'ai élevé mes enfants, j'ai connu une diversité d'enfants aussi au sein du Renard et la Rose. Et donc, le fait d'avoir accompagné ces enfants et de maintenant mieux cerner aussi ce que c'est qu'un TND, ce que c'est les différents handicaps et troubles qui existent, bah, je vois que petit à petit, on acquiert l'œil un petit peu pour les repérer et observer plus finement les élèves. Donc, je pense que je ne ferai pas du tout cours de la même façon. Et que ça, voilà, ma posture n'est pas la même. Et puis, je me suis affermie dans ma posture d'enseignante aussi et dans mon rapport à l'autorité. Que, voilà, à l'époque, en tant que néo-titulaire, on n'a pas forcément Non, bien sûr. Devant des élèves. C'est sûr. Donc, voilà, les choses... Merci pour votre engagement et ce partage de votre expérience qui, à mon avis, peut inspirer bien d'autres créateurs d'écoles ou enseignants qui sont souvent démunis pour prendre en charge les enfants porteurs de handicap. Donc il y a des expériences qui fonctionnent d'une manière très structurée, qui peut s'appuyer aussi sur un réseau international. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Merci beaucoup.